Bonjour, je me présente, moi c'est le docteur Mbarek, je suis pneumologue au CHT et dans le cadre de la formation médicale continue, je vais aborder le sujet conduite à tenir devant un épanchement pleural liquidien. Et pour ce faire, je vais suivre le schéma suivant. Donc je vais commencer d'abord par faire un rappel physiopathologique, comment évoquer et confirmer le diagnostic, les principaux diagnostics différentiels, comment procéder à la ponction pleurale et ses indications, les principales étiologies et finir par une conclusion. Donc, à l'état physiologique, le liquide pleural permet le glissement des deux feuillets pleuraux l'un contre l'autre. Il est résorbé normalement par les pores lymphatiques de la plèvre pariétale et médiastinale et c'est dans le cadre d'un déséquilibre entre sécrétion et absorption qu'on voit l'apparition d'une pleurésie. Donc une pleurésie, c'est toujours pathologique et les mécanismes peuvent être les suivants. Le premier mécanisme, c'est une anomalie mécanique en rapport avec un transsudat, soit en rapport avec un déséquilibre entre les pressions hydrostatiques élevées, soit une augmentation de la dépression pleurale en cas d'une atélectasie pulmonaire ou bien un passage de liquide d'acide vers la cavité pleurale par les puits de Ranvier. Le deuxième mécanisme, c'est une atteinte de la plèvre elle-même par une agression inflammatoire, infectieuse ou néoplasique qui est en rapport avec l'apparition d'un exsudat. Quand suspecter une pleurésie, c'est devant surtout des signes d'appel clinique. C'est généralement une douleur latérothoracique pouvant irradier dans l'épaule ou dans le dos d'intensité variable qui dépend de la respiration, c'est-à-dire majorée par l'inspiration profonde ou la toux non reproduite à la palpation. Un souffle pleurétique peut être aussi retrouvé à la partie haute d'épanchement abondant. On peut avoir aussi une dyspnée ou bien une toux sèche. Le syndrome pleural liquidien est défini par un silence auscultatoire, une matité à la percussion, une abolition des vibrations vocales et un souffle pleurétique qui est expiratoire. Dans le cadre d'une pleurésie de faible abondance, l'examen clinique peut être subnormal. La pleurésie peut être aussi évoquée lors d'un examen radiologique de façon fortuite. Donc là, dans les cas les plus simples, on fait le diagnostic de la pleurésie. Donc, on voit une opacité qui est dense, homogène, non systématisée, qui efface les contours des éléments de voisinage, comme on le voit ici, donc le diaphragme, le cœur et la paroi thoracique, qui est non rétractile et limitée par une ligne bordante concave en haut et en dedans, la fameuse ligne de damoiseau. Dans le cadre d'un épanchement pleural de très faible abondance, on a uniquement un émoussement du cul-de-sac pleural. Et ici, c'est une coupe scanographique montrant un épanchement pleural de faible abondance. Cette radiographie thoracique montre la présence d'un épanchement pleural de moyenne abondance. Et celle-ci, un épanchement pleural de grande abondance qui se définit radiologiquement par la présence d'une opacité totale d'un hémithorax avec déplacement médiastinal vers le côté contralatéral. Ces coupes scanographiques montrent la présence aussi d'un épanchement pleural de grande abondance. Le diagnostic différentiel se porte surtout avec l'atélectasie et pour faire la différence, on doit suivre la déviation médiastinale. Donc, si on a une atélectasie, la déviation médiastinale va se faire vers le côté pathologique, alors que lors d'un épanchement pleural de grande abondance, la déviation médiastinale se fait vers le côté sain. L'échographie pleurale représente le gold standard car elle permet d'affirmer l'existence d'un épanchement liquidien. Donc, elle montrera la présence d'une image anéchogène. Elle permet le repérage précis de l'épanchement. Donc, elle doit systématiquement guider toute ponction. Et ici, on voit bien l'image anéchogène en rapport avec l'épanchement liquidien, le foie, le diaphragme et le poumon rétracté. Quelle est la place du scanner? Donc, le scanner n'est pas indispensable en urgence pour affirmer le diagnostic. Il a un intérêt pour le repérage des poches cloisonnées, mais qui n'est pas supérieur à l'échographie.
Il représente un intérêt majeur après une ponction évacuatrice afin de mieux étudier le parenchyme sous-jacent. Donc, le diagnostic de certitude est porté surtout par la ponction pleurale. Mais est-ce qu'on doit ponctionner tout épanchement pleural? Eh bien, la réponse, donc tout épanchement pleural doit être ponctionné à but diagnostique, sauf dans le cadre de quelques situations. Quand on a une cause connue avec une pleurésie qui est bien tolérée, lorsqu'on a une insuffisance cardiaque qui est suspectée, ou bien on a un épanchement minime. Donc, on doit ponctionner en urgence si l'épanchement est fébrile, si on a des signes de mauvaise tolérance clinique, mais elle est faite rapidement dans les autres cas sans urgence. On doit éliminer les contre-indications, donc on doit avoir un bilan d'hémostase correct et vérifier la prise des anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires. Donc, comment faire la ponction pleurale? La ponction doit être orientée par l'examen clinique et le repérage échographique. Le patient n'est pas obligé de rester à jeun. Il doit être confortablement installé en position assise et en pleine matité, on rase le bord supérieur de la côte inférieure de l'espace intercostal avec un trajet perpendiculaire à la paroi thoracique. On progresse le vide à la main afin de repérer immédiatement l'entrée dans la cavité pleurale et d'arrêter la progression de l'aiguille. La complication principale à redouter est le pneumothorax, mais qui est rare grâce au guidage échographique. Dans le moindre suspicion clinique, on doit compléter par une radiographie pulmonaire ou bien une échographie. Ici, c'est le matériel qu'on aura besoin pour faire la ponction. Donc, on doit préparer un champ stérile, des compresses, de la bétadine pour désinfecter la peau, la xylocaïne avec la seringue pour l'anesthésie locale. Donc ça, c'est l'aiguille de la ponction avec le système de drainage et l'aiguille pour faire la grosse aiguille pour faire les prélèvements. Et bien évidemment, le pansement après le geste. Donc, après avoir ponctionné le liquide, on doit l'envoyer au laboratoire d'anapath, de bactériaux et de biochimie. On aura besoin d'un gros flacon blanc pour l'anapath et trois petits flacons rouges avec le flacon NFS pour la bactério et la biochimie. Et ça, c'est les papiers à remplir. Maintenant, la question principale aussi à se poser, est-ce qu'il faut évacuer le liquide après, avec la ponction? La réponse est non si on a un épanchement qui est bien toléré, mais on doit ponctionner en cas d'épanchement mal toléré cliniquement et généralement l'évacuation de 1 à 2 litres suffit le plus souvent à améliorer la tolérance. L'évacuation de l'épanchement a aussi un intérêt pour l'enquête étiologique, pour l'étude tomodensitométrique du parenchyme pulmonaire sous-jacent après vidange. Donc, le liquide pleural va être envoyé au laboratoire de biochimie et ceci va nous permettre de faire la différence entre transsudat et exsudat pour nous aider à évoquer les étiologies. Donc, un transsudat est défini par un taux de prodite inférieur à 25 grammes par litre et un taux de LDH inférieur à 200 unités internationales par litre, alors qu'un exsudat est défini par un taux de protide supérieur à 35 grammes par litre et un taux de LDH supérieur à 200. Mais attention, près de 20% des liquides transsudatifs sont classés exsudatifs à tort, et c'est le cas par exemple des patients insuffisants cardiaques qui reçoivent des diurétiques. En cas de doute, il est intéressant de compléter ces critères par le gradient d'albumine entre plèvre et sang, et une différence entre albumine sérique et pleurale inférieure à 12 grammes par litre indiquera un transsudat. Les principales étiologies donc, sont évoquées, comme je viens de le dire, devant un exsudat. Donc, dans le cadre d'un exsudat, on a soit les étiologies néoplasiques, soit infectieuses, soit non tumorales et non infectieuses, par exemple embolie pulmonaire ou pleurésie asbestosique liée à l'amiante. Dans le cadre des transsudats, on a principalement l'étiologie insuffisance cardiaque gauche, cirrhose ou bien syndrome néphrotique.
Ce tableau résume les étiologies encore un peu plus en détail et orienté avec la cellularité. Donc, dans le cadre d'un exsudat, si on a une prédominance de cellules tumorales, cela va nous orienter soit vers une pleurésie métastatique ou bien un mésothéliome. Si on a la cellularité à prédominance neutrophélique, il s'agit, dans les cas les plus fréquents, d'un épanchement parapneumonique infecté. Si la cellularité est à prédominance lymphocytaire, on s'oriente plutôt vers la tuberculose. La pleurésie des collagénoses telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus. On peut s'orienter aussi vers le cancer. Lorsqu'on a une cellularité à prédominance éosinophilique, on évoque le diagnostic d'embolie pulmonaire, antécédent d'hémothorax, parasitaire ou bien un cancer. Donc, en conclusion, le diagnostic est suspecté lors de l'examen clinique confirmé par la radiographie pulmonaire ou l'échographie. Tout épanchement pleural liquidien doit être ponctionné, sauf si on a une cause connue avec une pleurésie bien tolérée, si on a une insuffisance cardiaque qui est suspectée ou bien un épanchement qui est minime. On doit ponctionner en urgence toute pleurésie fébrile et l'orientation étiologique est faite après avoir posé les questions: s'agit-il d'un exsudat ou d'un transsudat? Et ceci grâce aux données recueillies lors de la ponction. Le transsudat est défini par une plèvre saine, un liquide clair, un taux de protides bas et des LDH bas. L'exsudat est défini par une plèvre pathologique, liquide d'aspect variable, un taux de protides élevé et un taux de LDH élevé. L'évacuation est faite en urgence devant des épanchements parapneumoniques compliqués, abondants, purulents, loculés, contenant des germes à l'examen direct ou en culture. Et je vous remercie pour votre attention.